Bon, ben c'est bien, on a du temps pour débattre un petit peu là, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu. Il y a eu plein de choses. On peut revenir sur Colombe aussi, hein. Je pense que c'était... voilà, on était tous un peu bouche bée là, sur, sur le projet. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions? Je vous avais dit tout à l'heure qu'on avait eu l'initiative dans ce CIVAM du Hurpois centré sur le pays de Limours. Donc dans la communauté de communes du pays de Limours, le projet c'était développer une agriculture maraîchère en rapprochant producteurs et consommateurs. Ça a été créé il y a 2 ans et ça marche très très bien. Il y a donc des amapiens accrochés à ces productions. Mais en ce moment, on développe surtout une possibilité au niveau des enfants pour arriver à leur expliquer ce que c'est que cette culture maraîchère. Et il y a distribution maintenant de produits vers les écoles. Au niveau agriculture, moi je ne pourrais pas vous parler beaucoup plus parce que ce n'est pas mon secteur. Moi, c'est le secteur forêt. Alors donc maintenant, cette année, on a commencé à vouloir créer une filière bois énergie plaquette, mais on se rend compte que le bois bûche aussi va suivre. Alors qu'est-ce que c'est ? Pourquoi cette filière ? Parce qu'effectivement, en Île-de-France et dans notre secteur bien sûr, on s'est rendu compte qu'on avait un massif forestier extrêmement important, qui va donc de la forêt de Rambouillet, la forêt de Dourdan et la forêt, tous les massifs qui sont au niveau du plateau de Limours, qui étaient sous-gérés, bien que souvent il y ait des plans simples de gestion accrochés à des propriétés importantes. Et on s'est rendu compte donc qu'il y avait un défaut de gestion dans le sens développement d'arbres d'avenir. C'est-à-dire que nous faisons ce projet pour booster le développement durable dans le sens de sélectionner des arbres d'avenir, que ce soit au niveau plantation ou que ce soit de la régénération naturelle. Et on sait que lorsque l'on doit surveiller ces arbres qui ont été donc en quelque sorte repérés, eh bien, il y a des arbres qui entrent en compétition, des arbustes ou des arbres qui entrent en compétition qu'il faut absolument enlever, d'où la destination donc de bois énergie, qui peut être du bois bûche, par exemple, supposons dans une forêt de chênes, il y a quelques arbres qui sont jugés comme des arbres d'avenir, les petits chênes qui sont autour mais qui entrent en compétition, on peut les enlever, et ça garantit effectivement la bonne pousse de ceux qui vont rester. Et de là, on a donc des grumes qui peuvent être enlevées et qui ont une valeur au niveau des scieries pour l'habitat. Et puis il y a le houppier. Donc une partie peut être utilisée en bois bûche, une autre partie en bois plaquette. Et le bois plaquette, c'est quand même surtout issu d'arbres, on va dire, de bois tendre, donc des bouleaux, des peupliers, etc., qui quelquefois poussent en pionnier et sur lequel on peut, quand on les a enlevés, planter des arbres qui sont beaucoup plus adaptés et qui ont une valeur peut-être pour l'avenir. Donc il y a toutes sortes de possibilités. Ça peut être des améliorations de ce qu'on appelle des taillis de châtaigniers, donc toujours pareil, pour booster les arbres d'avenir. Alors, notre idée avec tout ça, c'est de faire une filière toujours pareille, en ayant les producteurs, donc les bois, production, et les consommateurs le plus proche possible. Actuellement, nous avons 2 communes sur le 91 et 2 communes sur le 78, parce qu'effectivement, nous moquons un petit peu des barrières départementales quand on parle de massif forestier, qui sont intéressés dans un projet de chaudière, on va dire, de moyenne puissance pour des réseaux de chaleur. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, ça s'accroche à des habitations, disons, sociales. Par exemple, un cœur de village qui est à reconstruire, où on a vu aussi, pour une petite commune de l'Yvelines, un projet actuellement de 80 logements sociaux, et où il y aurait effectivement un réseau de chaleur qui serait fait avec une chaudière moyenne puissance bois plaquette. Donc, si je résume, il y a à la fois booster la gestion durable de la forêt, ensuite utiliser de la biomasse sur place, donc qui est produite sur place et consommée sur place. Donc vous voyez tout de suite au niveau rapport carbone l'intérêt. Et ensuite, cette utilisation au niveau des réseaux de chaleur, c'est utilisation au niveau de logements sociaux essentiellement. Voilà.
Là, on voit bien la complémentarité et l'interdépendance, en fait, sur un secteur, voilà, des différentes actions qui peuvent se greffer dessus. Pierre Masselin, agenda 21 de l'Essonne. Et donc, ce ne serait pas une question, mais c'est une intervention qui vient en complément de tout ce qui a été dit. Pour ma part, donc, j'ai un projet, c'est développement économique à partir du patrimoine. Et pas seulement que les vieilles pierres, hein, c'est tous les patrimoines. Et donc, je suis en affaires actuellement sur le plateau de Saclay. Et donc, c'est un projet pharaonique, car c'est, comme vous le savez, c'est dans l'Oyenne et le Grand Paris. Et donc, c'est une terre apparemment vierge, enfin disons en blanc sur les cartes, mais il y a beaucoup de choses sur le plateau de Saclay, et dont un réseau hydraulique qui alimentait le château de Versailles. Alors là se posent des questions. D'abord, je déblaye un peu la question sur le plan purement administratif. Le plateau de Saclay, il est sur 2 départements, et puis comme l'Europe qui a 27 pays, ben, il y a 27 communes. Et donc chaque commune a ses services culturels, touristiques, etc., etc. Donc c'est un problème. Si vous voulez faire n'importe quoi, il faut l'assentiment des gens. Or, l'eau n'a pas de frontières. L'eau traverse tous les terrains. Et donc, notre projet en particulier, c'est de réhabiliter le système hydraulique qui alimentait le château de Versailles. Ce n'est pas une utopie, parce que le château de Versailles, d'abord, il est classé un cycle-parc au patrimoine mondial de l'UNESCO, et tandis que ce système hydraulique qui était fonctionnel, qui est indissociable du château de Versailles, il n'est pas classé, il est amputé aujourd'hui, car fonctionnant jusqu'en 1950, et il a été plus ou moins, non pas détruit, mais empêché de fonctionner par les routes, les autoroutes et les constructions qui ont été construites. Donc l'idée, c'est de le restaurer, et ceci pour 3 raisons. D'abord parce que ça fait partie intimement du château de Versailles, mais surtout, c'est que c'est la collectivité nationale qui paye les grandes eaux de Versailles, parce que n'étant plus en fonction, ben, c'est un fournisseur d'eau publique qui alimente, disons qui assure le service public, mais qui est un fournisseur d'eau privé qui fait le complément de Versailles. Et puis, cerise sur le gâteau, c'est que ce système qui n'a pas été fait pour, mais qui est obstrué, plus ou moins, eh bien, il drainait le plateau, parce que c'était un marécage avant. Et aujourd'hui, comme il y a eu des constructions, quand les pluies ne s'écoulent pas, ben, ça donne l'occasion d'être inondé. Alors voilà un petit peu, je plante le décor. Et donc, je souscris tout à fait à ce qui a été dit. Et c'est là où est le problème. C'est que, par exemple, vous allez évoquer... Alors, bon, nous, on a un projet. C'est, par exemple, donner ce réseau hydraulique comme axe directeur d'aménagement du territoire et puis de faire des circulations douces. Pourquoi ? Parce qu'il y a 5 km, par exemple, nord au sud du plateau, et on propose un métro. Vous n'allez pas prendre à Villiers-le-Bac, s'il y a une station à Villiers-le-Bac, le métro, pour aller à Versailles, puis pour retourner ensuite par une correspondance, par le RERC, à Bièvre. Donc, il y a tout un système de transport flexible qui peut être mis en place. Il y a aussi des aires de biodiversité, etc., etc. Le malheur veut, c'est que des terres appartiennent à l'État, d'autres à l'armée en propre, et d'autres aux communes ou d'autres aux particuliers. Et depuis donc Louis XIV, il y a eu des aménagements, entre guillemets, de fait au bord de ces rigoles. Et donc il y a des problèmes territoriaux. Et alors l'idée de cela, et donc on en a goûté d'ailleurs concrètement quelque chose, à Villiers-le-Bac, il y a donc un boulanger, un fermier exactement, qui s'est orienté vers le bio. Bon, et c'est tout un système, comme dans un organisme humain. Eh bien, tous les organes aident à faire fonctionner la personne. Et là, il ne faut pas, comment dirais-je, il faut travailler en systémique. C'est-à-dire, vous faites un projet social, mais il doit avoir une économie, etc. Et ça, c'est extrêmement difficile à faire comprendre aux personnes. Parce qu'en France, bon, je travaille aussi dans d'autres domaines, enfin, dans le même domaine, mais sur d'autres projets, on est dans les transports, ce sont les transports. On est dans l'eau, c'est l'eau. Ah oui, mais c'est pas le même département. Alors c'est pas on segmente tout. Et pour reprendre ce qui vient de nous être dit là, il faut faire une approche globale où chacun garde ses prérogatives, chacun apporte sa pierre. Mais
Donc on tire dans le même sens. Et malheureusement, ce n'est pas toujours facile et pas toujours le cas. Merci. En tout cas, ce qui est intéressant dans votre projet à vous, là, pour le coup, c'est que vous représentez cet intérêt collectif. C'est-à-dire que vous êtes le lieu, dans votre association, où vous posez la question de la gestion globale de ce territoire et aussi de la réutilisation d'un patrimoine pour en faire quelque chose de vivant. Juste peut-être 2 mots de synthèse par rapport aux interventions, et puis je vous ai promis 1 ou 2 exemples, je prendrai quand même le temps de vous les présenter. On a eu 2 interventions qui finalement étaient très différentes, mais très cohérentes. C'est-à-dire que la première, on a vu comment un projet, là c'était absolument hallucinant, comment un projet pouvait générer de l'utilité sociale. Alors que la deuxième expérience, on est sur un territoire donné, et finalement, on essaye d'identifier l'utilité sociale. Donc 2 approches différentes. Moi, il y a 3 points communs forts, me semble-t-il. D'une part, l'importance du territoire. C'est-à-dire que c'est parce qu'on est sur un territoire donné qu'on génère cette utilité sociale-là. Et effectivement, on revient à l'idée de production-consommation. Il me semble que là, il y a vraiment une clé très importante. La deuxième chose, c'est la question de l'articulation entre les activités. Et là, j'insiste d'autant plus là-dessus que moi, je l'ai vraiment constaté, et c'est souvent assez difficile à expliquer, que l'utilité sociale, elle est souvent générée par le croisement d'activités différentes, et que l'activité seule ne peut pas générer la même utilité sociale. On l'a vu aussi dans l'exemple que vous avez montré, madame, l'importance du croisement des différents champs. Ça me semble être un point aussi important. Et puis, in fine, sur les 2 expériences, on voit bien que l'enjeu de fond, même s'il dit peut-être un peu moins son nom sur la deuxième expérience, c'est quand même une idée de transformation sociale. Alors, elle est sans doute plus douce, plus progressive dans la deuxième expérience qui nous a été montrée, mais voilà, l'idée c'est bien d'arriver à des pistes d'amélioration, de renforcer le lien entre les activités pour arriver à cette transformation. Bon, la transformation sociale, elle est plus radicale, plus évidente sur la première expérience, mais il me semble que là, il y a un élément fort, et on pourrait dire transformation territoriale. Mais l'idée est bien d'aller plus loin, c'est transformation sociale sur un territoire donné, mais dans les 2 cas, on a un enjeu de diffusion. C'est-à-dire que là, on expérimente sur un territoire, peut-être qu'on ne peut pas remettre autant de sous, autant d'énergie sur tous les territoires, n'empêche que là, il y a des choses qui se testent, et on peut voir comment est-ce que ça peut faire des petits ailleurs. Donc voilà, moi, un petit peu les éléments qui m'ont marqué de manière transversale. Pour rester dans les temps, parce qu'on a dit qu'on vous libérerait à 17h30, je vous montre juste 2 petits exemples, je vais être très rapide. L'un va concerner... Voilà. Il y en avait 3, mais étant donné le temps, on va essayer de se centrer sur les deux derniers. C'est pour présenter un peu des démarches d'évaluation de l'utilité sociale. Donc la première, que je ne vais pas vous présenter, je vais vous frustrer tout de suite, mais c'était une démarche d'auto-évaluation d'une structure dans le secteur culturel. Je vais vous présenter plutôt les deux suivantes, à savoir l'évaluation de l'utilité sociale de l'économie sociale et solidaire en Languedoc-Roussillon, comme c'est un petit peu notre thématique, et puis la médiation sociale, très brièvement, mais c'est parce qu'effectivement, il y a vraiment des enjeux de territoire. On parlait de promoteurs immobiliers tout à l'heure. Donc ça, j'ai dit que je ne vous le montrerai pas. Donc voilà 4 registres de l'utilité sociale du jardin moderne. Donc en Languedoc-Roussillon, la manière dont ça s'est passé, il y a eu la constitution d'un collectif avec des associations, coopératives, mutuelles. Ensuite ont été associés tous leurs partenaires, donc conseil régional, le conseil général et les services d'État. Pendant 1 an, toutes ces structures, personnes, ont réfléchi à quelle était l'utilité sociale de l'économie sociale et solidaire. On a brainstormé, on a testé sur des pratiques, on a testé sur des exemples, on a mis ça en relation avec les critères et indicateurs qui étaient utilisés par les partenaires financiers pour essayer finalement d'identifier quelques grands critères de l'économie sociale et solidaire. Et ensuite, des structures de l'économie sociale et solidaire ont fait elles-mêmes ce travail-là, c'est-à-dire qu'elles ont réfléchi avec leurs partenaires, avec les habitants, les usagers, sur leur propre utilité sociale. Elles ont identifié différents registres et elles sont allées picorer dans le référentiel collectif qu'on avait créé en amont pour faciliter un peu leur travail. Donc, voilà, je vous montre un peu les différents registres qui ont été identifiés. Donc,
3 grands registres de l'utilité sociale, cohésion sociale, développement local et changement sociétal. Derrière le changement sociétal, il y a vraiment toute la question de la transformation sociale. C'est un registre sur lequel on s'est un petit peu battu. On a failli pas l'avoir, celui-là, parce que tout le monde ne voyait pas forcément quelle était l'utilité sociale de faire de la transformation sociale. Et derrière chaque critère, type lien social, égalité des chances, on a des définitions de qu'est-ce qu'on entend par lien social, des bonnes questions à se poser quand on a l'impression qu'on génère du lien social et des exemples d'indicateurs. Et puis chemin faisant, on s'est dit mais il y a des choses qui sont transversales à tout ça, on ne s'y retrouve pas. Et donc les acteurs ont identifié des spécificités de l'économie sociale et solidaire qu'ils n'avaient pas arrivé à traduire dans les différents champs. Si ça vous intéresse, il y a un guide qui a été produit, qui a été très vite épuisé. Par contre, sur le site de la Crèce Languedoc-Roussillon, je pense qu'il est encore téléchargeable. Voilà. On était dans une démarche où j'étais en accompagnement, c'est-à-dire qu'au départ, j'étais très présente, puis petit à petit, la Crèce s'est appropriée la démarche d'évaluation de l'utilité sociale. C'est un travail qui a duré sur 4 ans, mais je pense que la dernière année, on a échangé, s'il faut, au téléphone, quoi. Voilà. Tout ça pour dire que cette production, c'est leur production. Voilà un premier exemple de ce qui a pu être fait, et je voulais vous montrer un deuxième exemple sur la médiation sociale, où là, l'enjeu, c'était vraiment un enjeu de faire reconnaître la médiation sociale. C'est un métier nouveau, avec des contours pas très bien définis, qui s'est créé dans on va dire, la lancée des emplois jeunes. Les emplois jeunes n'existant pas, comment on fait pour trouver des financements? Voilà, il y avait un peu toutes ces questions-là. Donc 5 structures ont participé à ce travail-là. L'idée, c'était d'avoir 5 structures très différentes. Donc il y avait un service municipal, un groupement d'employeurs, une association, un GIP. Il m'en manque, c'est pas grave. Et des structures de taille très différentes. Ça allait en gros de 8 salariés à 350. Avec en plus des champs de la médiation sociale très différents. Il y avait à la fois des médiateurs qui étaient dans le métro à Lille, des gens qui faisaient de la gestion de conflits dans des quartiers à Angoulême, et puis d'autres gens qui faisaient de la médiation dans les collèges, pour vous dire des champs, pour brosser vraiment un portrait large de la médiation sociale. Donc pareil, construction collective du référentiel d'évaluation, donc un référentiel d'évaluation de la médiation sociale globale. Ensuite, on était à cheval entre un travail d'auto-évaluation accompagnée et d'évaluation externe. C'est-à-dire que finalement, il y a eu 2 évaluations en parallèle qui ont été menées. On menait une évaluation de type externe, mais très participative, sur l'ensemble des 5 sites, et chaque site faisait son auto-évaluation de son utilité sociale. L'enjeu, là, d'avoir une démarche un petit peu d'évaluation externe, c'était notamment qu'il y avait vraiment un enjeu de reconnaissance de la médiation sociale, donc ça donnait un petit peu une espèce de garantie, c'était fait par des évaluateurs externes. Mais dans la pratique, on faisait un travail d'analyse, on le renvoyait au site, on faisait un séminaire ensemble de réflexion, on retravaillait notre analyse, on a fait beaucoup d'allers-retours comme ça. Voilà, donc des entretiens, des enquêtes auprès des usagers, et puis une construction collective des préconisations. Effectivement, c'est un peu l'exercice obligé, je l'ai dit tout à l'heure, donc cette fois avec les partenaires nationaux, notamment l'accès. Alors, le référentiel d'évaluation, autour de 5 grands champs, la cohésion sociale, innovation et apprentissage, parce que la dimension innovante était assez importante, on a vu dans les pratiques des médiateurs, et voir comment finalement ça se diffusait auprès de leurs partenaires. Évidemment, un volet tranquillité publique, un volet contribution économique, où on a pas mal travaillé sur les coûts évités, et quelque chose qui était un peu nouveau, en tous les cas pour moi, travaillant sur l'utilité sociale, c'était la reconnaissance. En quoi la médiation sociale permet aux habitants de se sentir reconnus. En quoi aussi elle permet la reconnaissance des différents partenaires, puisque la médiation sociale, ça suppose un très gros travail en partenariat. Là, juste quand même, peut-être un exemple pour qu'on voit ce qu'on met derrière j'utilise le mot d'indicateur depuis le début. Voilà, on a essayé de voir des indicateurs de réalisation, ça c'est qu'est-ce qui est fait, de résultats, qu'est-ce que ça produit, et d'impact. À quoi ça contribue in fine? Par exemple, sur le lien social, en réalisation, on a regardé le nombre de conflits qui étaient pris en charge par les médiateurs. Ça, c'est ce qu'ils font. En résultat, on a regardé le taux d'accord trouvé,
le nombre de personnes pour lesquelles une solution a été trouvée. Ça, c'est vraiment un résultat immédiat de l'action des médiateurs. Si on n'arrive pas à ça, quelque part, ils n'ont pas bien bossé. Mais ensuite, est-ce qu'on a un retour ou pas au conflit à 2 ou 3 mois? Il est là vraiment notre impact. Et c'est là que c'est intéressant aussi, parce qu'en termes d'utilité sociale, quand on voit ce qu'un conflit de voisinage peut générer dans un immeuble et parfois dans un quartier comme tension, comme mal-être, voilà, c'est là qu'on veut aller voir, quoi. Donc, bon, on a un peu des choses comme ça, mais je voulais passer assez vite sur d'autres indicateurs. Mais par exemple, quelque chose comme une gestion de conflit de voisinage, en termes de coût évité, très clairement, on a pu calculer pour les bailleurs, ça fait des logements vacants en moins. Ça fait des dossiers de plainte en moins à traiter. Voilà, c'est des choses de ce type-là. Et puis là, c'est juste un petit, pour vous montrer un peu quelques résultats. Je ne vais pas tout vous commenter. On a eu des choses qui ont été assez impressionnantes sur les non-retours au conflit. Selon les méthodologies utilisées, on était entre 75 et 90% de taux de non-retour au conflit à 2 ou 3 mois, ce qui est absolument énorme. Les nombres de plaintes dans la tranquillité publique, en moyenne, moins 50% de plaintes pour dégradation chez les bailleurs. Donc quand on voit que les bailleurs, des fois, hésitent un petit peu à financer la médiation sociale, ça a donné quelques arguments. Après, il y a des arguments qu'on n'a pas toujours pu dire. Par exemple, il y a de la médiation sociale qui peut se faire quand il y a des impayés. C'est-à-dire que, par exemple, EDF peut faire appel à des médiateurs avant de couper l'électricité. Donc c'est intéressant pour le client parce qu'il n'a pas l'électricité coupée, et c'est intéressant pour EDF parce qu'il récupère sa donne quand même. Et là, EDF nous a dit en off, mais on n'a pas pu le mettre, que quand ils investissaient 1 euro dans la médiation sociale, ils en récupéraient 6. Donc en termes de... Là, on n'est pas sur des... On peut, quelque part, les 5 sont un peu des coûts évités, quoi, les 5 euros restants. Voilà, qu'est-ce qu'on avait? On avait des baisses du sentiment d'insécurité, et puis voilà, des baisses de dégradation, des baisses de dépenses publiques sur dégradation. Alors évidemment, ce qui est terrible, c'est que ce que je vous donne, c'est des chiffres parce que c'est ce qui parle le plus. Mais il fallait entendre la parole des habitants sur la reconnaissance. C'était, pour nous, ça a été vraiment... voilà, enfin, il y a quelqu'un qui nous écoute, on se sent reconnu, on n'est plus un client de cela, on n'est plus un bénéficiaire d'eux. On prend notre problème dans sa globalité, quoi. Et vraiment, en termes de reconnaissance, c'était très très fort. Quand on sait qu'il y a une étude qui a été faite aux États-Unis sur les gens de plus de 55 ans, un gros travail, des gens qui ont été suivis, et les gens de plus de 55 ans qui se disaient se sentir reconnus avaient une espérance de vie de 7 ans et demi supérieure à ceux qui ne se sentaient pas reconnus. Donc en plus, voilà, il y a une utilité sociale. Donc voilà un petit peu des choses. Alors bon, ça c'est une très grosse étude. Des travaux sur l'utilité sociale, ça peut se faire à échelle beaucoup moindre. Il y a quelque chose aussi que j'ai vraiment apprécié dans la dernière intervention, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais qui me semble, c'est l'importance de prioriser. On ne peut pas traiter tout sur tout. Et c'est vraiment, quand on part dans l'utilité sociale, on voit plein de choses, on a envie d'aller sur tout. Et il vaut mieux une petite évaluation, quelque chose qu'on est sûr, sur lequel on est sûr d'arriver au bout, que de partir sur de grandes choses, faire des usines à gaz et pas aboutir, quoi. Donc vraiment, c'est voilà, ça c'est une grosse évaluation. Il y avait un gros budget, mais on peut faire des choses bien moindres. Et je trouve qu'effectivement, prioriser. Après, on ouvre sur d'autres choses en plus. Ben, peut-être qu'on fait petit, mais on va donner envie d'aller ailleurs ensuite. Donc ça me semble être un point important. Merci pour ces précisions. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Beaucoup d'études ont été faites pour les filières bois en Ile-de-France et dans notre secteur. Rien n'a abouti. Ça fait beaucoup d'argent gâché. Et donc là, on commence petit avec des gens très compétents et qui en veulent. Donc on pense qu'on va aboutir petit. Et vous commencez sur le terrain, à partir de problématiques de terrain. Ouais. En espérant déboucher, un jour peut-être avec la DRIAF, sur un plan de développement de massifs forestiers. Merci. Je ne sais pas, est-ce que vous avez une petite phrase de conclusion sur ce que vous avez pu entendre? C'est difficile. J'ai dû aller vite. Par exemple, dans le diagramme, les analyses qu'on avait montrées avec les boucles qui se croisent comme ça, il y avait plusieurs boucles de jardinage, plusieurs boucles de temps libre, parce que des micro-groupes sociaux. En fait, nous, on avait travaillé dans un quartier
très difficile avec un taux de chômage beaucoup plus grand que la moyenne nationale, etc., etc., des retraités. Et c'est ces gens-là qui ont beaucoup de temps libre dévalorisé qui sont surtout venus au départ dans le projet. Donc c'était un temps très mal connoté par eux et très mal vécu. Et en fait, à travers ce projet, petit à petit, ils ont trouvé des rôles sociaux. Donc il y avait le jardinier, le composteur, l'organisateur de la brocante, le cuisinier, etc., etc. Et en fait, c'est ce qu'on appelle, nous, une resubjectivation. En fait, petit à petit, les gens se sont donnés des rôles sociaux qui étaient en fait un peu refusés par leur état social tel que reconnu par la société. Et en fait, c'est ça aussi qui a permis que malgré la temporalité du projet, ces liens sociaux, ils sont restés durables, en fait. Ils sont avérés durables. On pourrait appeler ça de développement durable social. Parce que vous savez qu'il est naturel, développement durable, social, économique et écologique. Le social, en général, on ne sait pas le faire parce qu'il n'y a pas de temporalité longue. Moi, je suis complètement d'accord pour garder des micro-échelles d'intervention, essayer de les disséminer, les mettre en réseau, mais aussi pour des projets de longue durée, parce que pour permettre aux gens de s'investir, de se connaître, d'entrer bien dans leur rôle, la temporalité elle est très importante et on n'a pas l'habitude des temporalités longues et de suivi de longue durée dans les projets. Et nous, on a pris ça, on croyait au départ que ça va durer 1 année ou 2. Chaque projet, chez nous, ça dure 5-6 ans, en fait, minimum, pour qu'il puisse devenir durable. Et donc ça aussi, c'est important. Le micro, en fait, il n'est pas contradictoire avec la longue durée et les multiplications d'échelles non plus. Parce que ça se valorise réciproquement. Par exemple, l'échelle locale, parfois, il est sous-miné par l'intérêt général. Nous, quand on a failli se faire expulser la première fois, mais le maire du 18e, il disait, nous, l'intérêt général, nous, la ville, etc. Comme si nous, on était la campagne, je ne sais pas qu'est-ce qu'on était. Et en fait, on était traités comme les locaux, en fait, qui n'ont pas d'importance. Donc l'échelle micro, il peut être aussi un peu dangereuse, un peu fragile, d'où l'intérêt de se mettre en réseau, de créer des filières, comme on parlait plus tôt. Donc en fait, il y a pas mal de conditions qui doivent s'enchaîner en fait, pour arriver. J'ai essayé de transversaliser un peu. C'est vrai que par rapport aux expériences de terrain, elles sont effectivement nécessaires par rapport à des transformations sociales, mais elles doivent être réinscrites, ou en tout cas, mais je pense que c'est ce que vous faites aussi, associées à des réflexions beaucoup plus générales, théoriques, philosophiques, idéologiques, et sans lesquelles finalement tout peut arriver. Je prendrai un exemple de responsabilité sociale d'entreprise qui, pour l'avoir vu à l'œuvre, paraissait assez convaincante. C'est donc dans le cadre de HSC, ils ont un programme tout à fait intéressant d'Action Tank. Et dans ce programme d'Action Tank, ils avons notamment un cas donc, auquel les étudiants participent, de création d'une expérimentation sur Marseille au départ de lunettes solidaires. Donc c'est Essilor qui avait lancé qui était la poutre de ce projet. L'idée étant que pour beaucoup de personnes de plus de 65 ans, leur mutuelle, etc., lorsqu'elles changent de lunettes, le reste à charge est de 300-400 €. Et pour beaucoup, c'est rédhibitoire. Et donc l'idée, là, c'était de permettre à ces personnes d'avoir des lunettes avec un reste à charge de moins de 10 €. Et donc il fallait toute une ingénierie de l'ensemble des partenaires qui vont bien pour pouvoir réaliser cette expérimentation. Et donc comme ça, on ne peut être que d'accord, une expérimentation. Et puis hier soir dans Le Monde, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un article, alors il n'est plus, mais il était à l'époque quand il a lancé cette expérimentation, un article du PDG d'Essilor qui s'appelle Xavier Fontanet, et qui développe là une idéologie mais extraordinairement libérale, puisqu'il a créé une fondation après, alors qu'il est toujours au conseil d'administration d'Essilor, mais aussi de Steiner et d'autres groupes français, une fondation qui finalement se veut la propagation de l'évangile libéral, et notamment il ne veut pas s'expatrier comme il dit, comme certains font. Il reste en France parce qu'il y a besoin d'évangéliser en France par rapport au libéralisme. Donc finalement, pour dire
c'est-à-dire que l'expérimentation, finalement, il y en a beaucoup, et que leur sens, notamment dans la temporalité, dans la transformation sociale, elle ne peut être jugée aussi que dans la manière, finalement, dont elle se rattache à un niveau beaucoup plus théorique, beaucoup plus idéologique, beaucoup plus aussi philosophique, et qu'il y a comme ça des manifestations et des expérimentations de responsabilité sociale qui cachent derrière une idéologie tout à fait surprenante quand on la découvre dans le monde hier soir, comme ce fut mon cas. Merci, c'était extrêmement intéressant. Ça re-questionne nos pratiques, ici, y compris ici au sein du CAE. Donc voilà, tout ça est tout à fait positif. Donc j'espère que vous allez repartir en vous disant je peux moi aussi, mais vous y êtes déjà vous. Voilà. Donc on va continuer du coup à le mettre de fait sur le site internet de façon à ce que d'autres profitent de cet après-midi. Je regrette qu'on ait été si peu nombreux parce qu'il y a eu beaucoup d'énergie pour monter l'après-midi. Donc encore merci à Anne et Brigitte qui ont vraiment œuvré à cette chose-là. Mais bon, je suis contente que ce soit filmé pour que d'autres puissent en profiter. Voilà, merci à vous, à votre attention. Très bonne soirée à tout le monde.